Bonjour et bienvenue à Pèlerinage de notre voisinage. Mon nom est Michel Levert. Cette semaine, nous continuons notre pèlerinage consacré à l'église Sacré-Cœur de Bourgette. Nous découvrirons l'église et ses secrets passés, son clocher et même son cimetière. Alors, bonne visite! Bonjour, bienvenue à l'émission. Nous sommes présentement avec M. Pierre Urtubise. M. Urtubise va nous faire la visite des lieux de l'église Sacré-Cœur de Bourgette. Alors, ça fait quand même plusieurs années, M. Urtubise, vous êtes impliqué avec votre communauté, votre église, ici à Bourgette. Absolument, je peux dire depuis mon baptême. Depuis votre baptême, OK. Ça fait, je ne vous demanderai pas combien d'années. 1942. Et voilà. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé au sein de votre Église, mais Oui, si on commençait par une belle pièce que vous avez dans l'Église qui a été rénovée dans les années passées, ça serait votre orgue. Absolument, oui. Votre orgue, je pense que c'est une case avant. Oui. Alors, installée en 1921 et puis qui fonctionnait à main d'homme à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui devait activer le poumon de l'orgue de sorte que le son puisse sortir à travers les différents jeux de l'orgue. Alors, en la rénovant, qu'est-ce qu'ils ont fait de majeur, d'après vous, avec votre orgue? Alors, c'est sûr que l'orgue commençait à être malade un peu parce qu'il y avait des tuyaux qui probablement étaient corrodés puis qui ne poussaient pas l'air comme convenablement. Donc, on a vu l'obligation de faire des changements. Et ce qui nous a été suggéré, puis qu'on a retenu à ce moment-là, c'est d'enlever la tubulure entre la console et les deux buffets et la remplacer par des fils électriques, c'est-à-dire devenir un orgue électronique. Pas dans le vrai sens du mot, parce qu'on a gardé son caractère avant. Est-ce que vous l'avez entendu fonctionner avant les rénovations? Absolument, absolument. Puis, oui. le son a changé ou c'est pareil? Ou... Le son est le même, mais d'après l'organiste, il y a un petit changement dans le décalage entre la note et puis le son. Avec la tubulure, il y avait un plus long décalage. On paye sur la note et le son se fait entendre un petit peu après. Avec l'électronique, c'est plus rapide. Alors, question de s'adapter. Alors, l'orgue présente est celle dont on entend toujours dans les cérémonies ici à l'Église Sacré-Cœur. Absolument. Elle est fonctionnelle absolument. à 100 %. Oui, absolument, oui. Puis vous avez une chorale, j'imagine? Oui, oui. Elle existe depuis, je pense, les débuts de l'Église. Comme de raison, je ne peux pas parler beaucoup des débuts à ce moment-là, mais moi, j'en fais partie comme choriste depuis juin 1958. Alors, c'est déjà un bon petit bout. J'imagine que vous avez des souvenirs, vous, comme tous les gens qui ont passé tellement d'années dans leur paroisse, de votre Église, que ce soit les changements, que ce soit, vous avez fait partie de la chorale, vous avez fait partie, j'imagine, des enfants de chœur. Absolument, oui. Alors, avez-vous des souvenirs à nous raconter un peu? Le souvenir qui me frappe le plus actuellement, là, lorsqu'on se parle comme ça, c'est de voir au temps où j'étais jeune, l'Église remplie à craquer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'espace. Ça s'explique évidemment à travers le temps, l'évolution et puis les activités qui se sont ajoutées en cours de route, puis qui ont un peu déplacé la population. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous êtes encore impliqué beaucoup au sein de votre Église comme choriste,
Mais vous avez sûrement, au cours des, je ne sais pas combien d'années vous avez servi ici à l'Église, mais vous avez sûrement eu différents jobs à part du choriste. Bien, comme enfant de chœur, Oui? d'abord, on commence assez jeune et on fait partie du troupeau, les agneaux. Oui, oui. Et puis, on apprend des plus grands. Et puis, à un moment donné, on sert la messe. Hein. On est acolyte au prêtre. Et puis ça, c'est la récompense, hein, d'avoir été patient, d'avoir d'abord été enfant de chœur et puis suivre dans le groupe. Ensuite de ça, bien, peu de temps après, il y a eu les transformations de 1965 et le Concile écuménique qui a changé beaucoup de choses. Et puis, peut-être à regret un petit peu, parce que déjà, c'est sûr, les enfants de chœur, c'était des enfants. Hein. Et depuis le Concile écuménique, ce sont très souvent des adultes qui servent. Ce qui est bien aussi, mais on a comme soustrait les enfants de l'activité de la célébration. Donc, il y a eu ce temps-là, et puis, grâce à mon frère qui, un jour, au mois de juin, il m'avait à 58, comme j'ai mentionné tantôt, et il m'a demandé, Pierre, est-ce que tu aimerais rejoindre la chorale? Et ça a été une bénédiction pour moi, ça a été une joie profonde, puisque pendant une bonne quinzaine d'années, nous avons chanté ensemble, mon père, mon frère et moi. Évidemment, avec le groupe de choristes du temps. Oui. Oui. Et puis, là, on avait une tante, on avait une religieuse qui a servi à l'orgue, qui a fait les frais de la musique, et puis une de mes sœurs, Henriette aussi, qui a joué l'orgue. Donc, on était un peu family compact. Oui, je comprends. Et puis, depuis ce temps-là, je suis resté là. Et puis, en 1973, je me souviendrai toujours, on avait pour un temps des vicaires. Et puis, c'était des rédemptoristes. Et il y en a eu quelques-uns. Puis, le dernier qui a passé, soit Roger, j'ai oublié son nom de famille, là, mais le père Roger, lui, c'est lui qui a dirigé la chorale pendant un certain nombre d'années, puis les exercices de chant, etc. Puis quand il a dû quitter, il m'avait dit, Pierre, il faut que tu prennes la chorale. Et ça m'avait surpris parce que je ne me sentais pas prêt à le faire. Mais on apprend sur le tas bien souvent. Alors, puis ensuite, ben, on n'est pas salarié, donc on fait de notre mieux. De notre mieux. Alors, c'est depuis ce temps-là que très souvent, je suis à la direction. Mais j'imagine aussi, lorsque vous êtes au JB comme ça, avec les choristes, puis si on regarde 50 ans en arrière de même, vous avez quand même vu les changements de la messe. Oui. Ça, si on en parlait un peu, les changements de la messe, c'était quand même assez radical à un moment donné. Là. Oui. D'abord, autrefois, voir le prêtre de dos, et puis nous raconter des choses en latin que personne ne comprenait, ou à peu près. Et puis, la nouvelle façon, ça, c'est vraiment une amélioration. Donc, face aux laïcs, et puis dans notre langue. Absolument. Alors, ça a été des gros changements. La sacristie a subi quelques changements en 1972 lorsque le curé du temps a cédé la place physique, au club de l'âge d'or, qui s'appelait le club bourgeois d'or. Et on a repris un peu le service, la place dans le sens de s'en servir comme sacristie depuis. Donc, les deux partagent bien l'espace qui est donné. Il y avait déjà là les confessionnaux au fond de la sacristie, à gauche et à droite. Et il y avait un petit autel entre les deux. Et derrière l'autel, il y avait l'emplacement des tiroirs où étaient les vêtements du prêtre. Alors, il allait se vêtir là avant de célébrer la messe, d'entrer en procession avec l'attroupement des enfants de chœur. Il y avait également des bancs là, ce qui servait évidemment aux soirées de confession. Je pense au temps de Noël, là, c'était rempli. Oui, c'était rempli. Et puis aussi, ça servait l'hiver sur semaine pour les messes, donc aux quelques personnes qui venaient assister.
étant donné le coût du chauffage, donc c'était important. Donc, on se servait de cette petite chapelle-là avant 1972. Dans l'Église, ici, les grosses transformations ont eu lieu en 1965, dans l'entourage du 80e anniversaire. Là, les bancs ont été remplacés. On peut encore voir le genre de bancs que nous avions en bas au Jubé. Ils sont restés les mêmes. Aussi, comme transformation, bien, c'est sûr, le maître-autel a été rabattu à la grande désolation de certaines personnes. Il a été remplacé par du bois. Puis, le mur a été touché. La tôle qui revêtait le mur a été remplacée par un gypse. Et puis, Les je dois dire colonnes, qu'on a... les oui, colonnes il y a avaient eu- du marbre ou quelque chose. ben, il y avait une imitation. OK. OK? C'était comme un papier, je pense, autour, qui entourait les colonnes. C'est sûr que ça a été fait parce que ça s'en venait vieillot un peu. Après 80 ans, on a des traits, hein? Mais il y a des choses qui sont restées, puis qui sont particulières à cette Église, Sacré-Cœur, puis qui sont un peu la richesse du Sacré-Cœur. Bien, il y avait ce maître-autel qui est disparu, malheureusement, mais il y a les vitraux qui restent, Ouais. qui sont des panneaux de vitres colorées. C'est des réels, Ce sont de vrais vitraux. Et puis, si on regarde chacun d'eux, vous voyez le nom des donateurs. Ils sont inscrits à jamais sur chacun de ces vitraux. Au cœur de champ, au Jubé, on est chanceux, on a un vitrail un peu plus complexe, puis qui comporte le médaillon de Sainte-Cécile, la patronne des musiciens. Comme autre richesse que je voulais mentionner, il y a l'orgue depuis 1921, qui est un casavant qu'on rencontre très rarement dans les églises de campagne. Et puis, les gens de ce temps-là, je suppose, étaient des gens qui connaissaient les vraies bonnes valeurs, et puis ils ont cru investir dans l'orgue. Et puis, je peux dire que l'orgue a servi beaucoup et sert beaucoup encore. Il y a les tableaux au plafond et au plafond aussi des deux transepts, qui sont encore les originaux. Et par le peintre décorateur Renaud, un type de Montréal. Je ne sais pas son prénom. Mais ils les ont conservés, alors à notre grand agrément. Le devin, là, comme on voit qu'il y a des choses qui ont été enlevées, Oui, c'était la certainement balustrade. pas juste du tapis, il y avait la Sainte Table aussi. Oui, la balustrade a été enlevée. La chaire, où le prêtre prêchait, ça, c'est pas tellement une perte, mais la balustrade était quand même une partie décorative et utile dans l'Église. Elle est disparue. Elle était recouverte, la table dessus était en marbre, et tout comme le maître-autel d'ailleurs, la table était en marbre. Et il y avait du simili-marbre aussi autour. Puis le Sacré-Cœur y était déposé tout au haut. Alors, c'était nos fiertés du temps, évidemment. Aujourd'hui, c'est quand même, on l'a conservé, c'est pratique, l'Église est pratique, les bancs sont confortables, et puis, c'est ceux qui ont plus belle allure que les vieux bancs. Mais ça change un petit peu le portrait de l'Église quand même. Alors, M. Ortibiz, parlons aussi de vos clochers, de votre cloche, car vous avez une cloche dans un des clochers. Oui. Cette cloche a été installée après l'érection des deux clochers en 1921. Le clocher qui était là au début de la construction, c'est-à-dire la première construction en 1889, bien, il a été transformé ou descendu, je ne sais pas, là, trop, mais je sais qu'on a refait les deux clochers de façon à ce qu'ils soient identiques tous les deux, et la cloche a été installée. Et c'est une cloche qui porte le nom de Chanteloup 1883. Mais on l'a ici nommé, je pense, Thomas-Georges Clément. Et je pense que c'est par rapport à des gens qui avaient une certaine crédibilité dans la place. Je ne connais pas le fond de l'histoire.
Êtes-vous connaît comment ils ont monté la cloche, là? Parce que Je les sais qu'elle cloches... pèse 850 livres et je suppose que c'est avec levier et puis force d'homme ou de cheval ou je ne sais pas. Parfait. Mais je sais qu'on utilisait souvent des leviers et Ah oui, oui. pouce par pouce, On montait. oui, c'est ça. Alors, M. Urtubise, merci de cette superbe visite dans votre église à Bourgette. Ça m'a fait grand plaisir, et puis vous serez toujours les bienvenus. Bien, merci beaucoup. Et maintenant, allons à la pause. Alors, nous voici de retour à l'émission. J'ai avec moi Robert Marcil et Joseph-André Marcil qui vont nous parler de l'histoire de ce magnifique cimetière. Si on commençait avec le premier cimetière. Oui, OK. Le premier cimetière se trouve à l'arrière de l'église, immédiatement après en arrière de la sacristie. D'après des données qui ont été qui ont été enregistrées dans un registre paroissial par l'abbé, le curé Raymond, curé de l'époque en 1913. Le premier cimetière se trouvait immédiatement, comme dit, en arrière de l'église. Et à partir de 1903, le registre indique également des ventes de terrain, de l'eau, qui se sont faites dans ce cimetière ici. C'est le nouveau cimetière. Alors, de 1885, probablement jusqu'en 1903, les premières inhumations ont lieu immédiatement derrière l'église, tandis que de 1903 et jusqu'à aujourd'hui, c'est dans ce cimetière maintenant qu'elles sont enterrées. Maintenant, ce qui est arrivé avec le cimetière qui était derrière l'église, c'est qu'on a été obligé, évidemment, de déménager toutes les pierres tombales avec les restes. Et à ce moment-là, tout se faisait, évidemment, à la pelle. Et puis, on a déménagé tout ce qu'on a pu, ce qu'on a trouvé. Par contre, comme on va le raconter un petit peu dans quelques années plus tard, il va y avoir d'autres creusages qui vont se faire là et on va découvrir encore d'autres restes, et ainsi de suite. Maintenant, tout ça a été amené ici. Vous remarquez que la rangée des pierres tombales qui sont ici, de ce côté-ci, sont reculées par rapport aux rangées de pierres qu'il y a de l'autre côté. On parlait avant notre rencontre des personnes qui ont fait la différence, des personnes de Bourgette qui sont enterrées ici. Il y en a qui ne sont pas enterrées ici, mais il y a quand même des personnes qui ont marqué, telles que, si je me rappelle bien, vous m'avez dit tantôt, Mme Clémentine Longtin. Oui, on tenait à garder évidemment une proportion équilibrée autant que possible entre hommes et femmes. Et on pense à elle, évidemment, quand il s'agit du village ici. Mademoiselle Longtin a vécu jusqu'à un âge assez avancé et elle était connue de tout le monde parce qu'elle était la téléphoniste, réceptionniste, et il fallait passer tout par elle. Et puis, évidemment, elle connaissait le village, elle connaissait tout le monde. Et puis, c'était la personne référence dans bien des cas. Parce que quand les personnes appelaient, ce n'était pas nécessairement pour dire « je voudrais appeler tel numéro, je voudrais appeler telle personne ». Qu'on lui donne le numéro ou la personne, elle savait très bien, elle connaissait tous les numéros par cœur de toute façon. Alors, c'était une personne qu'on appelait bien souvent pour avoir de l'aide d'une personne en particulier ou d'une référence quelconque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans le village, par exemple, peut travailler, je ne sais pas, moi, faire des armoires? Elle était capable, elle, de référer à ces personnes-là. Tout passait pas mal par elle. C'est pour ça que c'était quand même une personne intéressante
bien connu dans le village et qui a aidé de cette façon-là. Elle l'a fait d'autres façons aussi parce qu'elle était secrétaire trésorière du village policé de Bourgette. Alors, pendant de nombreuses années aussi. Alors, ce qui se passait de côté politique dans le village, elle était au courant aussi. Puis dans ce temps-là, on parlait de mendiants, hein, des gens qui passaient dans le village. Et puis, s'il y a quelqu'un qui allait à sa porte, toujours, c'était toujours ouvert, elle donnait beaucoup. Elle faisait partie des organisations de la paroisse aussi. Elle s'est très impliquée de ce côté-là. Je ne sais pas si j'en oublie en ce qui la concerne. Elle écrivait aussi elle rédigeait des contrats de vente de terrain et de testament. Elle faisait des actes notariés, en fait. Probablement beaucoup d'autres choses, des implications, des œuvres charitables. En tout cas, c'est ça. À un prix plus que raisonnable. Des prix qu'on ne touche pas aujourd'hui. Oui, j'imagine, oui. Sûrement, il y a eu d'autres personnes. On entend toujours Dr Gendron, on entend le nom des Goulets, etc. Bien, comme deuxième personne dont on voudrait parler ici, parce qu'elle a été très importante dans le village, il s'agit d'Anthony Lalonde. Anthony Lalonde, si on lit son curriculum vitae, c'est long. Il n'est pas capable de se rappeler de tout ce qu'il a fait parce qu'il est trempé à peu près dans tout. Il a été en politique, il a fondé la ferme avicole, il a été de la corporative des cultivateurs, il a même lancé un journal, le Fransario. Il a été rédacteur dans différents journaux, même Le Droit à Ottawa, de celui qui est à Hawkesbury, là, qui est, comment est-ce qu'on l'appelle? Carillon? Le Carillon. Et puis d'autres journaux aussi. Comme je dis, là, il a fait la bibliothèque. Il ne faudrait pas que j'oublie la bibliothèque. Alfred Goulet est aussi un nom qui nous vient à l'idée. Oui, Alfred Goulet a été, a fait sa marque dans la paroisse parce qu'il a été député au gouvernement, je crois que c'est fédéral. Provincial. Provincial, pendant une vingtaine d'années. En fait, il y a eu je pense que ça a été entrecoupé à un moment donné. Et puis, c'est lui aussi, quand il est arrivé à Bourgette, il voulait pour faire des affaires. Alors, il avait commencé avec quelque chose dont je ne me rappelle plus, mais surtout après ça, il est parti à un magasin général. Et puis, le magasin général, évidemment, desservait les gens de la paroisse. Et on sait que dans ce temps-là, les sous étaient rares. Alors, on dit qu'il a aidé beaucoup, j'imagine, en faisant du crédit et puis en allégeant probablement des problèmes de ravitaillement des cultivateurs surtout. Si on regarde aussi, tout village, toute paroisse, c'est toujours doté d'au moins d'un docteur. J'imagine que Bourgette en avait un aussi. Oui, franchement, là, c'était le docteur Moïse Gendron qu'on a connu à Bourgette. Et puis, ce docteur-là, c'était en fait le dernier docteur résident qu'on a eu ici. Maintenant, il a été ici plusieurs années. Là, je ne me souviens pas le nombre d'années. Mais c'était un docteur qui était vraiment au service des familles, en autant que je me souviens, parce que chez nous, on était plusieurs enfants dans la maison, puis il y a eu plusieurs naissances. Puis dans ce temps-là, ça se faisait toujours à la maison, et puis et souvent la nuit. Et puis le docteur était toujours là, et quand on avait besoin de lui, c'était lui qui souvent se dérangeait pour aller visiter. Alors, c'était du 7 jours sur 7 et puis 24 heures sur 24. Et puis, c'était un homme aussi qui aimait s'impliquer en politique.
et qui travaillait aussi, qui a travaillé pour le centre créatif de Bourgette, pour qu'on ait quelque chose qui puisse, où les gens pourraient s'amuser ou faire des activités sportives. Puis de ce fait-là, on a eu quand même à Bourgette de bonnes équipes de joueurs de hockey. Dans le temps, là, c'était bien reconnu dans la région. Et puis, il y avait un terrain de balle aussi. Je me souviens quand j'étais pas mal jeune, j'allais voir du baseball le dimanche après-midi dans la paroisse. Et c'était pour le divertissement, qui était quand même moins nombreux qu'aujourd'hui. Oui, absolument. Bien, ça regroupait quand même les gens, par exemple. Le monde se rassemblait et c'était quasiment toujours le pique-nique à chaque fin de semaine. L'hiver, c'est la même chose. On se tenait debout sur le banc de neige autour de la patinoire pour regarder notre équipe jouer. Absolument. Avec les années, c'est sûr que les choses ont changé. Si on regarde le cimetière aujourd'hui, l'entretien est bien fait. On peut le voir, tout est bien climé, tout est bien fait. C'est pas toujours évident de trouver des gens pour prendre soin du cimetière, surtout la coupe d'herbe. On sait comment la tâche peut être difficile. Surtout, on la prépare, surtout enfin pour la cérémonie du cimetière, qui est la cérémonie de clôture de l'été, qui vient toujours agrémenter. L'église est pleine, pas mal souvent, à la cérémonie du cimetière. Les gens reviennent ici pour enfin pour reprendre contact avec les gens qui ont perdu. Fait que je pense que ça existe encore ici. C'est habituellement le deuxième dimanche du mois de septembre. C'est une cérémonie qui est, comme tu dis, où les gens viennent nombreux. C'est convoité. C'est oui. ça, oui. Et là, ici, dans le cimetière présent, combien de personnes ont été inhumées à peu près ici? Est-ce que vous connaissez? J'ai fait des entrées l'hiver passé là, pour mettre ça sur un ordinateur, en tout cas. Et puis, on doit avoir au moins 2000 personnes enterrées ici dans le cimetière. Il y a peu proche 500 lots détachés ou des urnes funéraires. Là, alors, Comme à beaucoup de places, il y a plus de monde dans le cimetière que dans le village. Oui, absolument. Alors, messieurs, merci. Robert, Joseph-André, merci. deux frères Marcille, merci beaucoup. Alors, ceci conclut l'émission de Pèlerinage de notre voisinage. Restez avec nous, car dans la prochaine émission, nous vous ferons découvrir le visage de cette paroisse.